Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour du Bhoutan. Mon nom est Sanampi Wangdi, je suis le président de la commission au Bhoutan et je suis également le président du groupe des PMA pour les négociations avec les Nations Unies. C'est mon privilège et mon honneur de faciliter la discussion que nous aurons aujourd'hui. Au nom du gouvernement du Bhoutan et des 46 PMA, je voudrais vraiment vous souhaiter la bienvenue à vous tous à ce sommet pour l'ambition de Thimphu. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Le sommet de l'ambition de Thimphu, Élan pour un monde à 1,5 degré, a été organisé à un moment crucial pour contribuer à cet élan, ce moment très important pour le changement climatique. Avant la réunion qui était présentée par les Nations Unies sur le changement climatique par la France, le Chili et l'Italie. Nous marquons le 5e anniversaire de l'accord de Paris et l'engagement qui est reflété dans les ODC, les ODD, pardon. Et donc, cet engagement d'1,5 degré Celsius a été fait lors de l'accord de Paris. Les signes nous ont montré que de réussir à réduire le réchauffement climatique de moins d'1,5 degré est possible. Et nous avons vu le rapport particulier sur ce 1,5 degré Celsius. Et nous savons également que nous pouvons réussir à obtenir ces résultats et atteindre nos objectifs au niveau des objectifs de développement durable. Et notre action collective doit être faite pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre et permettre que nous ne dépassions pas 1,5 degré Celsius. Si nous dépassons ce chiffre, nous risquons de mettre toute la planète à risque et la planète devra affronter des catastrophes naturelles et les personnes les plus vulnérables risquent d'être touchées et les pays les plus vulnérables, non les pays les moins avancés que nous représentons. Cela sera vraiment le coup le plus difficile. Et c'est pourquoi nous essayons maintenant vraiment de nous mettre en avant. La crise actuelle reste la menace la plus importante au niveau mondial à l'heure actuelle. Mais nous devons avoir une meilleure réduction des émissions de gaz à effet de serre et nous devons vraiment essayer de lutter contre ces changements climatiques tout en mobilisant un soutien conjoint entre nos pays pour pouvoir affronter la crise climatique mondiale. Donc, au milieu de cette pandémie mondiale, et par rapport à toutes les difficultés technologiques que nous pouvons avoir, nous essayons quand même de tenir ce sommet de l'ambition de Thimphu pour l'élan pour un monde à 1,5 degré Celsius, une plateforme qui permet de mettre en avant la leadership des PMA. Et nous essaierons d'avoir pour objectif d'avoir des stratégies à long terme plus durables. Nous avons également un comité permanent qui essaie toujours de trouver des solutions et des accords également économiques durables. C'est donc mon plaisir et un honneur de pouvoir ouvrir cette journée et ce sommet pour l'ambition. Nous avons un grand nombre de leaders qui sont ici avec nous aujourd'hui et qui sont prêts à ouvrir le dialogue de l'ambition. Il est donc un honneur pour moi et c'est un honneur de pouvoir maintenant inviter mes collègues pour cette discussion. Je vais d'abord inviter ici
Son Excellence le Premier ministre du Bhoutan, Lotai Tshering. Le Bhoutan est vraiment chanceux de l'avoir en tant que Premier ministre, en particulier à l'heure actuelle dans le contexte de la crise mondiale. Donc, merci, Votre Excellence, pour votre leadership. Vous avez donc la parole. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de pouvoir ici vous présenter ce sommet aujourd'hui et vous accueillir ici au nom du groupe des PMA. J'ai l'honneur donc de pouvoir accueillir cette discussion sur les ambitions climatiques pour un monde à 1,5 degré Celsius. Cette année a été un défi pour tous. Nous continuons à lutter contre la pandémie. Nous avons malheureusement perdu beaucoup de familles et de biens. Je connais beaucoup de personnes qui sont en mesure de vraiment se revoir dans cette pandémie puisque nous savons tout ce que nous avons tous perdu. Mais nous ne devons pas oublier l'impact du changement climatique qui est irréversible et peut-être encore plus dangereux. La pandémie et le changement climatique ensemble touchent le plus les pays les plus défavorisés et les personnes les plus vulnérables. Nous savons que ce sont les personnes qui ont été le plus touchées. Mais nous allons entrer dans une nouvelle ère de nouvelle normalité et nous devons avoir donc une réponse climatique engagée et responsable et durable. Pour avoir une meilleure planète, nous devons donc nous assurer que nous réduirons les émissions de gaz à effet de serre au moins 50% pour avoir une récupération verte. Durant le sommet du changement climatique des Nations Unies, l'an dernier, j'ai eu l'opportunité de lancer l'engagement pour des émissions zéro d'ici 2050. Et il y a un grand nombre de pays qui font partie des PMA qui se sont engagés également. Nous comptons donc sur le soutien également de la communauté internationale pour nous aider à mettre en place tous ces projets. Les autres PMA sont dans un processus de préparation pour pouvoir affirmer leur engagement. En particulier, les pays qui ont plus d'émissions de gaz à effet de serre, je vous invite vraiment à venir, à vous engager et à maintenir vos engagements. Et nous, en tant que Bhoutan, nous avons toujours été très clairs sur nos objectifs et sur nos objectifs. En tant que petit pays sous-développé, nous avons choisi vraiment d'aller vers un progrès économique rapide. Et nous sommes vraiment sur un chemin pour un monde plus durable. Nous avons un territoire qui est recouvert environ de 60% de forêt. Et nous essayons vraiment d'utiliser au mieux nos ressources naturelles. C'est vraiment l'essence de la philosophie de notre pays. Et toutefois, nous ne pouvons pas nous complaire dans ce que nous faisons et nous devons donc avoir un autre plan d'action pour avoir une stratégie résiliente, durable, plus verte, pour pouvoir réussir à être neutre au niveau de notre empreinte carbone. Et j'invite vraiment toute la coopération internationale à être solidaire et à lutter contre les changements climatiques et la pandémie de COVID-19 afin d'avoir un futur meilleur pour nos enfants. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci pour votre message d'inspiration. En effet, le Bhoutan est vraiment en train de montrer la voie aux autres pays avec une empreinte carbone neutre. Maintenant, nous allons donner la parole à l'envoyé spécial de la présidence de la COP 25, Son Excellence, Monsieur Andrés Landereche. Et on sait que le Chili a joué un rôle clé dans la fondation des ambitions pour les actions climatiques. Donc, vous avez maintenant la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers ministres, nos participants, c'est un grand plaisir
d'être ici avec vous et de parler au nom du Chili aujourd'hui. Je voudrais commencer par remercier le président du groupe, Monsieur Wang Di, et le ministère et le gouvernement du Bhoutan pour cette invitation. Ce sommet pour l'ambition est vraiment un moment critique et une opportunité pour nous de pouvoir parler d'adaptation et de résilience et d'une meilleure mobilisation au niveau climatique et des finances pour les plus vulnérables. Les résultats de la crise de COVID-19 ont eu un impact à travers le monde entier et sur tous les êtres humains. Nous nous sommes rendus compte à quel point nous sommes fragiles et vulnérables. Et nous avons compris que malheureusement, les changements climatiques ne se sont pas arrêtés pendant la pandémie. Et même si on a dû reporter à cause de la crise de COVID-19 la COP 26, nos objectifs ne se sont pas arrêtés. Nous devons donc travailler pour nos stratégies climatiques et nous l'avons fait cette année en 2020. Nous avons donc des nouveaux résultats pour pouvoir soutenir notre lutte contre la pandémie. Et nous avons donc vraiment la possibilité d'améliorer nos contributions. Nous devons prendre des engagements très forts pour avoir une croissance durable. Et comme on l'a dit, on doit donc réduire notre empreinte carbone d'ici 2050. Nous avons vraiment besoin de trouver des changements importants pour pouvoir améliorer notre croissance économique et permettre un meilleur développement économique durable et inclusif. Nous savons que nos résultats peuvent vraiment améliorer les NDC. Et l'accord de Paris a été très clair sur la neutralité du carbone d'ici 2050. Et cela est discuté à l'heure actuelle par notre Congrès. Nous avons besoin d'un engagement et d'une consultation constante de la part des parties prenantes et du comité scientifique qui est composé de grands scientifiques. Nous devons vraiment nous engager à avoir un budget concret par rapport à l'empreinte carbone. Et nous avons besoin d'avoir vraiment des solutions qui se basent sur la nature pour améliorer tout cela. Nous avons aussi un engagement donc concret par rapport aux ODD, aux objectifs de développement durable. Et cela nous permettra d'assurer également un bien-être de vie dans les communautés les plus vulnérables. Chers collègues, nous arrivons à la fin de cette année qui a été si difficile. Il faut vraiment réussir à aller au-delà et voir au-delà de 2020. Penser à la COP 26 et réussir vraiment à ne pas oublier ce qu'on a appris et voir comment nous pouvons également évaluer et améliorer le progrès dans les aires qui en ont besoin. Donc voilà un peu tous les problèmes. Nous ne pouvons pas nous ne devons pas faire en sorte que la pandémie arrête tous nos progrès. Et nous devons donc continuer à aller de l'avant au niveau de notre ordre du jour. Étant donné le moment et cet élan, le dialogue que nous avons eu autour du climat, nous devons vraiment continuer à partager nos objectifs et avoir une discussion ensemble pour pouvoir trouver des solutions conjointes. Je pense que la COP26 doit être vraiment une COP basée sur les ambitions, sur les obligations et les finances. Nous pouvons réussir à créer une confiance qui pourra permettre d'avoir d'ultérieures négociations. Et cela est complètement vital. Comme nous savons, 2020 était une année qui est sous le signe de la COVID-19, mais ça devrait être aussi une année sous le signe de la coopération globale. Et nous devons assurer également que notre coopération économique est compatible avec un monde avec une empreinte carbone zéro.
Nous devons donc utiliser cette crise et l'utiliser pour avoir une économie meilleure, plus verte et plus durable pour le monde entier. Merci beaucoup. Vous avez à nouveau la parole. Merci beaucoup. Merci au Chili pour sa leadership par rapport à la COP 25 et pour son rôle pour la future COP 26. Nous allons donc maintenant passer à nouveau à la COP 26 avec le président désigné, son Excellence Alok Sharma. C'est le secrétaire d'État pour l'industrie au Royaume-Uni. La Grande-Bretagne a annoncé des objectifs très ambitieux au niveau des ODD. Et nous devons donc suivre leur exemple au niveau de la COP 26. Surtout en ce qui concerne donc l'ambition climatique pour la COP 26. Donc, Votre Excellence, vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à tous et merci au groupe des PMA de m'avoir invité aujourd'hui et pour ce que vous faites à travers le monde pour réussir à affronter cette situation climatique. Et merci aussi au Bhoutan pour les indices qui ont été annoncés aujourd'hui. La Grande-Bretagne a annoncé sa contribution, ses NDC la semaine dernière, et donc nous voulons réussir à avoir des réductions aussi d'ici 2050 en obtenant le palier des émissions zéro. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment qu'on réussisse à travailler ensemble. En décembre, nous avons eu un sommet qui a été présenté par la Grande-Bretagne et nous devons continuer dans ce sens, avoir un engagement fort par rapport au sommet de samedi, des commissions sur les adaptations, sur les finances. Et comme j'avais dit en septembre, je suis vraiment engagée à 100% pour qu'on ait des finances plus accessibles et qu'on ait également une aide locale pour l'adaptation. Et par rapport au sommet pour l'ambition de samedi, je vais vraiment souligner le fait que l'adaptation est une priorité conjointe. Et j'appelle les autres pays à vraiment s'engager au niveau financier. Les Grande-Bretagne s'est engagée à doubler euh, à 6 milliards au cours des 5 premières de livres au cours des 5 prochaines années. C'est son budget financier. Entre 2017 et 2010, nous savons qu'il y avait beaucoup de choses à faire et nous savons que nous avons encore, donc, comme je l'ai dit, un grand pas à faire pour atteindre ces fonds. Et je suis sûre que ensemble nous réussirons avec vous, les PMA, à obtenir que vous ayez des fonds au niveau local. Ensemble, donc en septembre, nous avons pu partager les points de vue différents de chacun. Et nous avons entendu votre appel au monde. Nous voulons vraiment nous concentrer sur les pertes et les difficultés que nous avons. Et l'an prochain, nous aurons d'autres événements pour pouvoir discuter des problèmes qui touchent et qui préoccupent les pays les plus vulnérables. Et je veux vraiment réussir à avoir une discussion engagée avec vous tous par rapport à la COP26 pour pouvoir continuer à travailler ensemble et réaliser le potentiel total de l'accord de Paris à Glasgow. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Votre Excellence, pour vos commentaires. Et nous savons que ce sera donc une discussion que nous aurons le 12 décembre, donc samedi prochain. Et maintenant, je vais donner la parole au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Votre Excellence, sous votre leadership, les Nations Unies ont vraiment démontré leur engagement à augmenter l'ambition, pardon, au niveau climatique. Et c'est un point clé, crucial pour l'humanité. Votre Excellence, vous avez la parole.
Mesdames et messieurs, merci d'être ici ensemble aujourd'hui pour ce moment, cet élan pour un monde à 1,5 degré Celsius. Nous avons vu une menace tout autour de nous. La biodiversité qui était euh, en diminution, qui était vraiment au point de collapser, des incendies apocalyptiques, des situations vraiment qui sont devenues une normalité. Et les pays les plus vulnérables sont en train de payer le prix de tous ces problèmes. Les PMA ont 4 chances de plus d'être déplacés à cause de problèmes de température et de problèmes météorologiques que les pays les plus développés. Et donc, lutter contre le changement climatique est un problème de justice sociale. Et nous devons réussir à récupérer de cette crise de Covid-19 pour pouvoir nous reconcentrer sur le changement climatique, c'est-à-dire réussir à atteindre les objectifs des accords de Paris. Donc, ne pas avoir une température qui augmente de plus d'1,5 degré Celsius. Et nous sommes en train de commencer notre chemin sur cela. Mais plus de 65% des missions étaient présentées au début de l'année. Et beaucoup de pays ont présenté un engagement, se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et leurs émissions de carbone. Mais ces résultats ne pourront pas être obtenus sans l'aide des pays développés. Nous avons donc besoin d'accompagner également les pays en voie de développement dans ce processus d'adaptation. Et pour ça, nous avons besoin des pays développés et que ces pays aillent vers l'avant et remplissent leurs obligations et leurs engagements par rapport à ces objectifs de développement durable et par rapport aux targets sur le changement climatique. Nous devons également plus collaborer avec les fonds pour aider les pays en voie de développement à financer leurs projets. Je m'adresse également au gouvernement et aux institutions financières de pouvoir permettre d'avoir plus de fonds et de cette manière de pouvoir remplir les objectifs de développement durable ainsi que les engagements qui ont été faits par rapport à l'accord de Paris. Nous devons vraiment nous adapter pour un nouvel impact climatique, surtout pour les petits États insulaires et pour les pays les moins avancés. L'adaptation représente environ 20% des finances climatiques, ce qui représente plusieurs millions de dollars. Mais nous devons vraiment augmenter les parts qui sont données pour les soutiens climatiques financiers, et cela d'au moins 50%. Nous devons avoir également un soutien systémique adapté. Et mes amis, il y a 5 ans, les NDC ont été créés pour pouvoir assurer les objectifs du sommet de Paris, des accords de Paris. Et maintenant, nous avons hâte de pouvoir en reparler durant la COP 26 à Glasgow, afin de pouvoir vraiment réussir à remplir nos objectifs et trouver un terrain d'entente commun, surtout au niveau des actions ambitieuses pour le climat et en ce qui concerne les ODD. Et cela concerne tous les pays, toutes les économies. Et le prochain sommet, le 12 décembre, nous permettra également de pouvoir reparler de ces messages. Et je suis sûre que nous pourrons revenir plus fort, nous nous relèverons plus fort et plus résilients de cette crise. Merci. Merci, merci Son Excellence pour ces remarques qui représentent une source d'inspiration. Donc, chaque mot représente quelque chose d'important pour nos pays. Et enfin, nous avons la secrétaire exécutive de la SSCCNUCC, Patricia Espinosa. Donc, elle a travaillé d'arrache-pied dans le cadre de cet accord à travers des ambitions de plus en plus grandes. Donc, Son Excellence, vous avez la parole.
Bon après-midi. En tant que secrétaire exécutif de la CCNUSCC, je vous remercie d'avoir accueilli cette rencontre. Ce sont des années qui sont pleines de défis à relever, la COVID-19 et l'urgence du changement climatique qui est de pire en pire. Donc, il s'agit d'une urgence globale. En particulier, on a eu en effet des ravageurs, surtout sur les plus vulnérables. Mais en l'espace de 12 mois, nous avons appris beaucoup de leçons. La plus importante, c'est la solidarité, la coordination. Ce sont les seules voies à suivre si nous voulons construire et nous reprendre de la COVID-19, mais aussi l'accord de Paris, mais aussi éradiquer les maladies, réduire les émissions et atteindre les ODD, les objectifs de développement durable. L'isolation ne sert à rien et il est difficile de trouver tout cela. Nous ne devons pas jeter l'éponge. Nous voyons cet élan, nous voulons profiter de cet élan. Nous l'avons jamais vu depuis la signature de l'accord de Paris. Nous avons de plus en plus de pays qui sont en faveur de la convergence, même compte tenu de la COVID-19, et cela a ouvert de nouvelles opportunités. Ces opportunités, tout simplement, pas simplement pour se reprendre de cela, mais aussi pour construire des communautés, pour faire en sorte que tout le monde soit en bonne santé, pour le développement durable. Nous avons déjà un cadre pour ce travail et il y a beaucoup de politiques qui sont nécessaires pour une économie verte et cela peut être affirmé comme un engagement de tous les États au cours de l'année 2020. Ce plan et cette feuille de route doit être robuste et solide et reflète nos efforts contre la crise actuelle pour un avenir durable, vert et plus propre. Nous avons encore 5 ans pour mettre en route notre feuille de route et cela est proche en fait. Je rappelle à tous les pays qu'il est fondamental de s'en tenir au processus de Paris, de l'accord de Paris. Et on a le 5e anniversaire maintenant et cela signifie que nous avons un engagement. En parlant des engagements, nous savons que le multilatéralisme est fondamental pour construire la confiance. La confiance peut être établie tout simplement quand on a des engagements qui sont tenus. Il n'y a rien qui soit plus important que la mobilisation des parties prenantes, donc le développement pour les pays en développement. En l'espace de 12 mois, nous avons vu plus de 12 milliards qui ont été octroyés pour les paquets de sauvetage de la COVID-19 et il s'agit de 100 milliards d'euros qui ont fait comprendre aux pays qu'il ne s'agit pas tout simplement d'un pays, mais il s'agit d'un intérêt global. L'engagement financier est fondamental dans l'agenda du climat, mesdames et messieurs. Je sais que vous avez un programme auquel vous êtes confrontés. Nous sommes à la croisée des chemins dans l'histoire. Il s'agit de temps difficiles, mais nous ne voulons pas ne pas profiter de cette opportunité. Nous voulons profiter de cette opportunité et je voudrais vous féliciter de votre travail et j'ai hâte de nous rencontrer personnellement encore une fois. Merci, merci beaucoup. Merci, Son Excellence. Nous apprécions ce leadership et nous allons profiter de cet élan du dialogue sur le climat en ce temps difficile. C'est un grand honneur d'entendre nos leaders aujourd'hui et de la part et au nom de nous, en notre nom, je voudrais vous remercier de votre dévouement et de vos messages pour faire face à la crise climatique globale pour un avenir meilleur, pour un meilleur avenir. Excellences et mesdames et messieurs, maintenant je voudrais attirer votre attention sur le lancement de déclarations ministérielles, donc Bangladesh, Burkina
Burkina Faso, le Cambodge, l'Éthiopie, le Gambie, le Madagascar, Malawi, Népal et Bhoutan. Et ces déclarations sont disponibles sur notre site qui sera fourni dans le chat. Nous vous invitons à profiter de cela et à écouter les engagements de nos pays, y compris le message sur nos ambitions, donc le besoin d'outils et le plan de récupération, les plans pour se rattraper de cela, le plan de redressement et de relance. Et maintenant, nous avons aussi une table ronde avec nos partenaires, avec les pays leaders, les pays membres. Pour animer cette session, je voudrais passer la parole à Navin Singh Katka de Népal. Monsieur Katka est un expert en termes d'environnement pour le BBC World Service. Il a déjà fait des services sur le changement climatique, sur les négociations depuis 20 ans à peu près, et il connaît les effets ravageurs du changement climatique et il s'occupe aussi du suivi des progrès dans les négociations dans le domaine du climat. C'est un grand plaisir de passer la parole à Monsieur Katka qui va animer la prochaine partie consacrée à la table ronde sur le thème du changement climatique. Monsieur Katka, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et donc bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Navin Singh Katka et je suis un expert donc et un représentant du BBC World Service. C'est un grand plaisir de pouvoir animer cette table ronde aujourd'hui. Nous parlons de cette opportunité unique dans ce processus. Si l'on considère les pays enclavés et les autres pays, le dialogue, la facilitation du dialogue est fondamentale avec les PMA, les pays les moins avancés, parce que nous avons des défis communs à relever. Nous avons attendu quelques années. Nous savons que sur le site web, nous avons donc des programmes, des déclarations qui ont été faites et je voudrais m'adresser à vous tous. Je voudrais vous poser des questions. Je voudrais que vous utilisiez le chat pour poser des questions pour des intervenants. Et si vous avez d'autres questions, donc, vous pouvez même voter ces questions en utilisant donc le chat pour entrer en contact avec les intervenants. Nous commençons par l'un des intervenants principaux qui va nous parler des défis de PMA, pays les moins avancés, Sheikh Hasina, le Premier ministre du Bangladesh, qui va prendre la parole en premier. Donc, je vous donne la parole. Mesdames et messieurs, Excellences, Monsieur Dr. Sharing, donc Monsieur Guterres, Mesdames et Messieurs, Excellences, je vous souhaite une bonne soirée, donc bonsoir à tous. Et en tant que représentant des pays les moins avancés PMA au sein de la CCNUCC, je vous remercie d'avoir organisé cette rencontre à l'occasion du 5e anniversaire du traité de Paris pour créer un élan en faveur, un élan pour un monde à 1,5 degré Celsius. Nous savons qu'il est fondamental de faire face à toutes les conséquences catastrophiques de la crise globale et on a aussi appris que la seule voie à suivre pour faire face à cette crise globale est d'avoir une réponse globale et collective. Excellence. Pendant la COP 21 à Paris, nous avons compris et nous avons pensé qu'il est fondamental d'avoir donc un accord cadre pour faire face au changement climatique, pour développer une résilience. Notre cible est en fait d'avoir un monde à 1,5 degrés Celsius. En tout cas, il faut ajouter que nos efforts, les efforts déployés, sont des efforts concernant même les inégalités. Nous avons besoin donc de quelque chose, d'une approche dynamique pour faire face aussi aux émissions de gaz à effet de serre. Et chers amis,
L'Afrique du Sud est la région la plus vulnérable dans ces catastrophes naturelles. Il y a des millions de personnes qui vont avoir des impacts donc sur les côtes, mais aussi dans les pays enclavés, donc qui vont être endommagés. Et nous savons que nous avons plusieurs barres, par exemple barreaux, nous avons des impacts très très catastrophiques dans plusieurs pays, le Bhoutan, Népal, mais aussi en Inde. Mais il est fondamental de contribuer à la lutte contre le réchauffement global, l'un des pays les plus vulnérables pour ses capacités, mais aussi pour ses caractéristiques géographiques, mais aussi pour les prévisions. Le Bangladesh a donc une crise économique qui va connaître cela, 2% de notre produit intérieur brut d'ici 2005 et 9,2 millions de personnes en plus si les émissions continuent. Je suis sûr qu'il est vrai pour les autres PMA et pour les pays vulnérables en matière de changement climatique. En tout cas, nous avons profité de ces activités, nous allons profiter de ces activités pour développer notre résilience. Cette année, nous sommes en train de planter 11,5 millions d'arbres et nous avons l'anniversaire centenaire de nos programmes et nous avons lancé également le plan de prospérité économique pour mobiliser des ressources pour notre avenir. Excellence, le Bangladesh va donc animer ce forum global pour la deuxième fois. Nous avons un office régional pour l'Afrique, l'Asie du Sud, et nous avons vu que cela est fondamental même d'avoir des initiatives pour pouvoir également faire d'autres projets d'ici le 30 décembre 2020. Et je voudrais aussi mettre en exergue que l'accord de Paris a sanctionné l'obligation des pays développés de mobiliser des financements FIS, des DBS, par exemple, pour avoir donné un coup de fouet au mécanisme de financement pour aussi notre situation en général, pour l'améliorer. Et même les technologies jouent un rôle fondamental. Nous avons déjà mobilisé plusieurs pays, des pays développés en voie de développement. Voilà pourquoi les dommages et les pertes qu'on va subir, qu'on a subi jusqu'à présent, la relocation par exemple, le raménagement des personnes par exemple en situation désavantageuse, défavorisée est fondamentale. Et les personnes déplacées, par exemple. Et au niveau global, au niveau international, nous avons besoin de coalitions pour réduire les émissions de carbone pour atteindre la globalité, la neutralité en termes global avant la fin du siècle. Donc, ces actions sont fondamentales pour pouvoir améliorer la situation. Et vous savez que cette plateforme est la meilleure plateforme pour pouvoir faire avancer notre agenda global. Merci, merci beaucoup. Merci. Ici, vous aviez donc le président du Bangladesh, son Excellence Sheikh Hasina, Premier ministre du Bangladesh. Et maintenant, je voudrais introduire nos intervenants. Nous avons quelqu'un de l'Éthiopie, commissaire à l'environnement, aux forêts et au changement climatique de la Commission éthiopienne. Son Excellence, professeur Fekadou Beyen Aleka, est quelqu'un qui est en première ligne dans la lutte contre les impacts du changement climatique au Bhoutan. Monsieur Tinley Coden, conservateur, fondateur, responsable de la réalité climatique, Global Shapers. Et puis, nous avons encore l'ambassadeur de l'UE au Bhoutan,
à savoir Hugo Astuto de l'Union européenne. Nous avons Hugo Astuto, oui, qui est l'ambassadeur de l'UE au Bhoutan. Et puis, nous avons Yannick Glemrek, directeur exécutif GCF, et puis le ministre Orlando Abe, président de l'AOSIS. Voilà, ici, vous avez des intervenants. Merci, merci beaucoup et merci de nous avoir, d'être parmi nous aujourd'hui. Est-ce que je peux commencer par cette connaissance? Donc, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les pays doivent avoir des feuilles de route pour réduire les émissions, pour combattre l'augmentation des températures. Tous les intervenants mettent en exergue ces ambitions, ambitions, ambitions. Et donc, est-ce que je peux demander à Monsieur de Goudo, votre pays un plan d'action. Chaque pays doit préparer un plan d'action. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelles sont vos ambitions et comment vous envisagez d'atteindre ces ambitions et quelles sont même les cibles moyennes pour parvenir à cet objectif? Merci, Monsieur Katka. Donc, Katka, chers amis, mesdames et messieurs, Excellences, je voudrais vous souhaiter la bienvenue, moi aussi, à mon nom personnel. Pour ce qui concerne nos ambitions, je peux vous dire qu'en 2015, nous avons pris des engagements qui sont ancrés dans la stratégie économique de résilience stratégique. Donc, c'est l'aspiration d'atteindre la neutralité en carbone d'ici 2030, 2020, c'était l'objectif. Et donc, cela représente quelque chose de fondamental pour les PMA. Donc, une ambition dans la mitigation et même pour favoriser la transparence et même 0,04 personnes sont atteintes. Nous avons créé donc une feuille de route pour réduire de 40% les émissions dues aux activités commerciales de gaz à effet de serre, bien évidemment. Nous avons considéré le gaspillage, par exemple, et il s'agit d'une cible très ambitieuse pour les pays moins avancés. Donc, compte tenu de nos objectifs, nous voulons plus de mitigation. Nous avons travaillé pour les réduire dans nos secteurs. Voilà l'ambition partagée que nous avons. C'est quelque chose de faisable, même au niveau des cibles intersectorielles, avec tous les indicateurs que nous avons en ce moment au niveau régional, au niveau subnational. Donc, l'adaptation, la mise en œuvre également. Ça fait partie de ce dévouement, de cette idée de lever nos ambitions. C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce à quoi on a aspiré, on a visé. C'est une stratégie qui ne peut pas être critiquée parce qu'il s'agit de quelque chose de fondamental. Et puis, nous avons aussi des défis concernant en matière de santé compte tenu de la COVID-19, mais surtout, on a ce processus, cette vision du processus qui va nous aider à développer des politiques de développement pour à mettre en œuvre entre 2020 et 2030. Pour réaliser nos ambitions et nos cibles, nous avons toute une série de points de contact pour mettre en œuvre nos politiques. Nous avons des acteurs clés, par exemple au niveau régional, mais notre ambition serait de faire partie du plan de retroussement tennis. Et cela fait partie donc des ministres sectoriels et c'est quelque chose qui a lieu tous les 5 ans. Et cela, c'est quelque chose de fondamental qui va être appliqué et cela représente aussi un bon endroit où l'on peut canaliser et acheminer nos fonds, l'on peut octroyer nos fonds pour ce qui concerne les marchés de carbone. Nous voulons soutenir les pays en développement, mais aussi les pays vulnérables, démunis, par exemple, aider également les pays développés à faire plus et à encourager la lutte contre le changement climatique et à confirmer leur engagement en fournissant de nouveaux instruments financiers. Merci. Est-ce que je peux suivre donc cela dans ce sillage? Vous avez parlé des cibles européennes, par exemple, de l'Union européenne, et cela
représente une source d'inspiration pour tout le monde. Alors, après avoir été a été effacé cette année, ce que nous voyons cette année, il va y avoir quelque chose l'année prochaine. Les pays n'ont pas toujours des plans d'action aussi ambitieux de la façon dont vous en avez parlé auparavant. Et à ce propos, nous avons des pays industrialisés, développés, qui jouent un rôle. Quelles sont vos attentes de ce point de vue? Merci. Notre attente principale, c'est que les pays doivent faire des ambitions, exprimer leurs ambitions. Nous avons besoin de pays de plus en plus ambitieux pour réduire à 1,5 degré Celsius la hausse de la température globale, comme on le dit dans l'accord de Paris. Et cela représente un élan pour cette année, donc qui arrive qui découle de l'année 2016. Pour ce qui concerne la COVID-19, il faut être réaliste. Il faut donc remettre à demain les émissions. Et en ce moment, il est fondamental de continuer à répondre aux objectifs et aux engagements d'un point de vue formel et informel, à l'intérieur et à l'extérieur de ce processus. Donc, pour tout ce qui concerne les pays signataires qui font partie et qui partagent ces ambitions. Est-ce que, donc, une curiosité, vous avez expliqué beaucoup de choses en fait, et en dépit des difficultés que nous avons eues, vous savez qu'on a donc des avancées qui ont été faites et on a même la situation de la pandémie. Est-ce que vous êtes à même de communiquer avec le représentant des pays riches pour ce qui concerne ces ambitions? Est-ce qu'il y a des représentants des pays industrialisés qui ont le temps de parler avec vous de tout cela? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se passer, oui ou non? C'est quelque chose qui est en train d'arriver? Oui, nous sommes en train de faire tout ce qui est à notre possibilité, à notre pouvoir. Nous utilisons des canaux formels et informels pour entrer en contact avec les pays développés, industrialisés. Nous essayons de tenir les promesses également que nous faisons et que nous avons faites pour répondre à leurs obligations et pour les remplir, en fait, leurs obligations. Donc, on essaie de les soutenir et on essaie de le faire toujours. Donc, c'est quelque chose de très, très courageux. Merci, merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous savez que le leadership peut se manifester sous plusieurs formes. On l'a vu déjà au cours des dernières années. Et on a un nouveau leader aujourd'hui qui va donc nous parler des communautés à travers le monde. Il y a beaucoup de communautés qui ont été mises sur la route, dans la rue. Et je crois que maintenant, je le fais depuis 40 ans, et je voudrais demander à notre représentant de l'Union européenne, quelle est la question que vous aimeriez poser à nos leaders qui sont sur scène, par exemple? Merci. Avec beaucoup de gratitude, je remercie ce groupe de travail pour avoir organisé ce sommet et je sais qu'il y a beaucoup d'atouts en ce moment dont il faudrait profiter. Cette année, au mois de mars, nous avons établi une nouvelle feuille de route. On parle de 11 000 enfants qui ont été déplacés dans 130 autres pays. On a plusieurs projets qui représentent une opportunité pour tout le monde, pour les pays riches et pour les pays démunis. Un autre aspect concerne les citoyens qui représentent notre jeunesse. Donc, permettez-moi de parler des concerts, des préoccupations des jeunes de ce très point perspective. Donc, le besoin de la jeunesse et les pays moins avancés, donc PMA. Nous avons donc la COVID, nous avons des problèmes économiques, nous avons besoin de réponses en ce moment. Nous voulons avoir le leadership et nous voulons faire en sorte qu'il y ait des déclarations comme on l'a déjà vu. Et cela peut représenter potentiellement une opportunité également. Donc, c'est un esprit important de ce point de vue. Nous voulons reconstruire la confiance
apparence, mais aussi reconstruire nous-mêmes. Et on veut passer des faits, de mots aux faits. Et cela est fondamental. Nous avons besoin de votre apport, de votre contribution. On est en train de faire de son mieux. Les organisations, même en autonomie de rencontres, on utilise des plateformes numériques, par exemple, qui sont très utiles. Et puis, on a aussi la construction des compétences de ce point de vue. Et on essaye d'avoir des expressions musicales, politiques, par exemple, mais aussi artistiques, l'éducation, la formation, l'adaptation également. Tout cela est fondamental. Les jeunes sont très, très actifs. Mais les jeunes peuvent le faire tout simplement si nous leur donnons la possibilité de le faire, parce que ne sont pas dans les cabinets des politiques ou des décideurs politiques, des gouvernements. Nous avons besoin d'avoir le rôle de pouvoir. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin d'une génération qui soit là. Nous avons besoin de vous, chers intervenants et chers panélistes. Mais la chose la plus importante pour ceux qui ne sont pas ici, COPIT, mais aussi les grandes entreprises. Et on a des opportunités de business également à cause du changement climatique. Et on a donc beaucoup de personnes qui sont sceptiques. On a, par exemple, le rôle de petites entreprises, mais aussi des grandes entreprises qui peuvent atteindre les objectifs de développement durable, mais ce sont des outils et des moyens pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. On ne veut pas changer cela. Pour les jeunes, nous voulons avoir un changement systémique. On a des questions. Comment est-ce que le gouvernement et les leaders, les dirigeants peuvent créer des espèces pour mettre la jeunesse à même de comprendre l'importance d'une politique? Et maintenant, je voudrais parler de la jeunesse globale. Le monde n'est pas égal et basé sur des inégalités. Et en général, les jeunes font face à des barrières structurelles, mais FDCL Youth a des ressources économiques et politiques, donc on fait aussi autre chose. Et je crois qu'il y a plusieurs exemples, je crois que vous pouvez le retenir. Et donc, la survivance, si vous êtes pauvre, votre priorité est la survivance, la survie. Si vous avez la connaissance, les outils, également les moyens, etc., peut-être que vous n'avez pas le même espace que l'autre, vous avez un autre environnement, vous pouvez organiser d'autres solutions pour influencer même les autres. Et donc, on a toute une série d'aspects qui sont fondamentaux. Nous avons donc l'importance de tous ces outils, même du point de vue du soutien et de l'appui. Donc, nous faisons appel à tout le monde pour avoir des réponses, pour développer un plan de redressement au niveau politique et économique pour répondre à ces questions. Comment est-ce que le monde peut le faire de ce point de vue et comment on peut supporter les voix des pays les moins avancés pour construire un mouvement, donc de construction des solutions pour collaborer aussi avec les jeunes et avec les pays moins avancés. Et permettez-moi de parler de les perspectives des histoires de changement climatique parce que nous avons les pays les moins avancés, nous avons montré d'être prudents, le gouvernement, l'environnement et on a aussi vu en leadership de ce point de vue pour favoriser l'environnement, donc au niveau global et au niveau des nations. En ce moment, nous sommes les seuls pays qui peuvent le faire, mais il y en a plusieurs. Mais le climat ne connaît pas de frontières et je suis sûr que vous le savez très bien. Mais maintenant, il s'agit d'organiser un mouvement culturel, social, un changement, un paysage de changement du point de vue du progrès économique et même notre consommation donc d'énergie par tête et aussi l'efficacité énergétique qui est fondamentale parce que très souvent donc cela est plus élevé par rapport à nos exportations. Et nos choix sont fondamentaux de ce point de vue. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de pain sur la planche. Et maintenant, si nous pensons au futur, en tant que citoyens, comment est-ce que nous pouvons encourager tout cela du point de vue de l'environnement? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour atteindre donc et élever notre voix?
pour faire en sorte qu'il y ait tout cela du point de vue du budget, etc., je voudrais m'adresser aux Global Shapers et j'espère que cela va être pris en compte pour prendre des décisions aussi au-delà de ce forum-là. Première question, quelles sont les suggestions ou les efforts qui ont été déployés pour encourager la culture, les valeurs culturelles, mais aussi la connaissance locale? La deuxième question, au Bhoutan, quels ont été les facteurs les plus importants? Et la troisième question, quelles sont les opportunités vertes maintenant et à l'avenir dans les contextes des PMA? Pour moi, ce sont des questions fondamentales pour tout le monde, pour les parties prenantes, pour les chefs de gouvernement, les chefs d'État, etc. Et en guise de conclusion, je voudrais dire que le futur, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait partie de ce voyage et j'espère que les gens pensent à rebours, penser à ce qui s'est passé, que c'était les aspirations, que c'était les moteurs. Et il faut être conscient, donc être orgueilleux de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et cela est même grâce aux jeunes. Et si ce n'est pas le cas, il y a d'autres acteurs qui sont entrés en jeu. Merci beaucoup de votre attention. Et Merci, Tinley, merci. C'était vraiment une source d'inspiration. Et j'ai beaucoup aimé les questions sur le présent et sur la façon dont on pourra voir le futur de ces jeunes. Est-ce que je peux juste vous rappeler une chose? Posez vos questions directement dans la fenêtre. Et si vous pouvez également écrire vos questions en français dans le chat. Et ensuite, nous essaierons d'y répondre. Donc maintenant, on peut passer au prochain membre du panel. Et maintenant, je voudrais donc parler de l'Union européenne. Son Excellence, Monsieur Ugo Astuto, ambassadeur de l'Union européenne au Bhoutan. Nous avons l'accord vert européen. Vous savez, il y en a eu vraiment cette pandémie durant l'année qui vient de passer, qui vient de s'écouler. Mais pour être honnête, en tant que correspondant, quand je dois faire un reportage, les gens me disent « Mais donnez-nous aussi des bonnes nouvelles ». Donc, l'accord vert de l'Union européenne était une des choses dont on a parlé. Je ne dis pas qu'elle est déjà mis en place, mais c'est quelque chose qui est vu comme un influenceur clé pour les changements. Nous avons vu vraiment des chiffres très importants pour la relance verte. Et je pense que cela peut être très important, surtout pour les communautés les plus vulnérables dont nous avons parlé avant, celles qui sont le plus touchées par la pandémie et le changement climatique. Donc, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci. Si je peux juste ajouter quelque chose, merci de m'avoir invité tout d'abord. Ici, merci au gouvernement bhoutanais, au groupe des PMA d'avoir organisé cet événement aujourd'hui. Il nous manque peu de temps à la COP26, même si malheureusement, comme l'ont dit les autres participants, la COP26 a été décalée d'un an. Mais nous devons continuer nos efforts et lutter contre le changement climatique. Et c'est vraiment la raison pour laquelle l'Union européenne a donc mis au cœur de son travail et au cœur de son paquet de relance cet accord vert. Nous allons utiliser 10 millions de milliards pour la relance. Et nous avons besoin donc de ces investissements, comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies. Nous avons besoin d'avoir une économie pour le 21e siècle, une économie verte, numérique et résiliente. Donc cet accord vert, ce Green Deal, est au cœur de notre paquet de relance et de notre stratégie pour devenir
le premier continent à émissions de carbone neutre. Et nous avons vraiment partagé nos vues par rapport et les chiffres par rapport au budget. Donc, et notre budget se base sur la philosophie du fait que au moins 30% du fonds doit être assigné à la lutte contre le changement climatique. C'est la part la plus élevée que nous n'ayons jamais eue. Et une autre activité importante, c'est qu'il faut qu'on s'assure que ces fonds ne sont jamais utilisés pour des activités qui pourraient être contrastées ou aller en opposition avec les travaux au niveau climatique. Et nous devons également ajuster la transition. C'est quelque chose de très important au niveau national. Nous avons 1,3 milliard de fonds publics et privés qui sont utilisés pour cela et des personnes sont actuellement employées dans des entreprises qui sont très intenses au niveau de leur émissions de carbone. Mais nous devons également penser à une dimension internationale avec l'approche européenne et de l'Union européenne. Ces États membres sont les contributeurs principaux pour la finance climatique, pour le développement des petits pays et des petits États insulaires, ainsi que les pays en voie de développement, nous savons que c'est quelque chose de très important. Nous contribuons donc de manière significative à ces objectifs communs de mobiliser 1 milliard de dollars pour 2020-2025 pour les pays en voie de développement. Et je pense que cela est un instrument très utile. Laissez-moi juste parler de quelques chiffres. Donc en 2019, pour l'Union européenne, nous avons fourni 21 milliards d'euros avec une augmentation de 7,4% par rapport à 2018. Donc je pense que, en bref, l'Union européenne est vraiment en train de montrer la voie et nous réalisons qu'évidemment, l'aspect financier est un point clé pour pouvoir mettre en place l'accord de Paris et pouvoir remplir nos objectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, vous avez mentionné l'adaptation et, je le crois, et quand on parle de cet accord, il y a aussi cette impression que on se concentre beaucoup aussi sur la mitigation, sur l'atténuation. Le secrétaire a dit même pas 20% ira à l'adaptation. Donc pour les communautés les plus pauvres et les plus vulnérables, pensez-vous que l'adaptation sera la juste attention? Oui, l'atténuation, c'est un point clé puisque nous devons limiter l'augmentation de la température globale et du réchauffement planétaire. Donc évidemment, c'est quelque chose d'essentiel. Mais la relance verte et cet accord vert signifie également embrasser l'adaptation et la résilience du changement climatique. Je pense que ce sont des acteurs clés pour avoir un meilleur environnement et une meilleure économie. Donc, je pense que l'adaptation du changement climatique est aussi important. C'est un autre pilier de l'accord de Paris. Nous devons vraiment avoir une réduction des risques et des catastrophes naturelles. Nous devons réduire ces risques, augmenter la productivité et être guidés par l'innovation. Et l'Union européenne veut aider les pays en voie de développement à pouvoir obtenir une croissance résiliente et durable. Et l'assistance et coopération également pour les jeunes est très importante. Maintient une approche verte dans le contexte de la relance après la pandémie de COVID-19. Comme je l'ai dit, l'Union européenne est un contributeur important pour le financement contre la lutte contre le changement climatique au niveau mondial. Et je pense que nous avons la force pour pouvoir adapter ce changement climatique. Merci beaucoup, Monsieur Hugo Astuto, ambassadeur de l'Union européenne au Bhoutan. Donc, pour continuer un peu sur ce sens, pour avoir une autre organisation,
qui devrait donc être apporter les fonds au niveau climatique, donc les fonds verts pour le climat. Nous savons que cette adaptation est vraiment un défi énorme et donc je voudrais demander au directeur exécutif du GCF, donc du Fonds vert pour le climat, Yannick Lemarek, de nous parler comment les institutions financières sont en train de mettre en place des aspects, des mesures pour pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, je voudrais remercier le gouvernement de m'avoir invité à ce sommet pour l'ambition et je voudrais également reconnaître les résultats des PMA dans leur lutte contre le changement climatique. Je pense que nous avons vraiment, nous sommes en train de nous concentrer sur les ODD les plus ambitieux. Et il est important que l'on se souvienne qu'un grand nombre de PMA sont déjà neutres au niveau de leur empreinte carbone. Ils sont en train de faire beaucoup d'actions en dépit de la crise de Covid-19. Et comme on l'a dit, le Bhoutan, par exemple, qui a une empreinte carbone neutre, voire négative. Et je voudrais aussi remercier WWF pour avoir soutenu ces projets, en plus du gouvernement bhoutanais. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir répondre à ce problème? Ce qu'on fait pour faciliter l'accès des PMA aux finances, nous avons une approche où l'on a une priorité pour les allocations. Et à partir d'aujourd'hui, les PMA sont environ 30% des pays. Nous avons 50% pour la mitigation, 50% pour l'adaptation et la moitié de ces 50% est adressée aux pays les plus vulnérables. Donc, nous avons vraiment un système de priorité. Nous avons également un nombre d'initiatives pour permettre aux pays en développement d'avoir un accès plus simple aux ressources et pour pouvoir développer des initiatives plus ambitieuses. Donc, par exemple, un de nos mécanismes, c'est les fonds de développement de projets. Donc, nous pouvons fournir aux PMA les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir développer leurs premiers projets, pour avoir accès à des finances au niveau international. Et donc, on a 18 pays des 31 qui en font partie, qui sont des pays parmi les moins avancés. Nous voulons également accélérer ce processus pour que ce soit plus simple pour les PMA d'avoir accès à ces ressources. Nous avons un projet jusqu'à 10 millions de dollars qui pourra être utilisé de manière expéditive pour les projets et les processus. Nous essayons également de développer la capacité des banques de développement international et faire en sorte que les entités des PMA puissent directement avoir accès aux ressources sans devoir passer par des partenaires internationaux. Et 47% de nos ressources doivent être directes. Nous avons également un programme très large de plus de 250 millions de dollars qui est développé par INCOR, donc la Banque du Bangladesh. Mais nous devons aller au-delà de nos capacités, de nos ressources pour cofinancer des projets ambitieux. Et cela pourrait nous aider à changer un peu la façon dont ces mécanismes sont utilisés. Durant les dernières décennies, il y a eu beaucoup de questions sur les partenariats, sur la façon dont on utilisait des fonds publics pour les investissements privés. Et donc, l'idée ici, en gros, c'est on utilise $1 du contribuable arrivera à $20 d'investissement privé et cela irait ensuite au financement climatique. Mais ça ne fonctionne pas comme ça fonctionne comme ça pour les marchés matures, pour les technologies matures, mais ça ne fonctionne pas du tout pour les PMA.
ça ne fonctionne pas également pour l'écosystème. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler pour les plus vulnérables. Et donc, un de nos projets qui a été approuvé durant notre dernier conseil de direction, c'était de fournir des capitaux d'équité pour les énergies renouvelables, pour l'efficacité énergétique et pour la gestion des risques, et cela pour 42 pays. Et puisqu'on est capable de réduire les pays à risque, 13 PMA ont pu rejoindre notre programme. Et donc, on a parlé avec les investisseurs privés en disant on vous donnera l'argent, mais si quelqu'un doit perdre de l'argent, nous serons les premiers à le faire. Mais au début, donc, nous aurons ces fonds et ensuite, nous aurons d'autres fonds publics ou privés. Donc, nous avons des mécanismes sur les PMA et nous essayons vraiment de changer la façon dont on les perçoit. Merci beaucoup. Donc, quand on parle beaucoup de ce problème de la pandémie, de la façon dont ça a un peu éclipsé l'ordre du jour climatique, l'agenda climatique. Donc, encore une fois, c'était un espoir, on peut dire, voir votre organisation qui dit nous avons approuvé, je crois, plus d'1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, oui, c'est beaucoup. Donc, avec ça, on voit que oui, les choses sont en train de se produire. Il y a un changement qui a lieu. Et quand je parle des pays les moins avancés et leur accès aux fonds et au financement, on avait la même référence que le secrétaire général de l'Union européenne. On a dit la moitié va à l'adaptation. Est-ce que ça vous préoccupe? Je vais peut-être commencer avec l'adaptation et ensuite je parlerai aux besoins de mesures vertes pour relancer l'économie. Oui, aujourd'hui, on avait dans les années 80, on pensait qu'on avait 2000 ans. Ensuite, quand j'ai commencé ma carrière, on pensait qu'on avait encore 100 ans. Et maintenant, on pense qu'on n'a même pas 20 ans, 10 ans. Donc, ce qu'on a découvert, c'est que le niveau de risque est vraiment arrive de plus en plus rapidement. Et c'est le moment où il faut vraiment qu'on investisse pour la mitigation et l'atténuation de ces risques. Mais quand j'ai commencé ma carrière, on pensait qu'on devrait attendre 5 degrés Celsius avant que le système collapse. Et maintenant, on voit qu'on peut avoir une chute totale de l'écosystème à 1,5 degrés. Donc, on voit que ces seuils et les implications de ces seuils sont vraiment beaucoup plus élevées que ce qu'on pensait. Donc, il faut vraiment qu'on augmente également notre ambition et qu'on se prépare. Et c'est pourquoi nous avons donc 50% pour l'atténuation et 50% pour l'adaptation, pour vraiment essayer d'optimiser la synergie entre ces deux points. J'ai mentionné un fonds d'équité, mais nous avons également un autre fonds, un RAF, le fonds pour la résilience du climat pour les PME. Et donc, ce serait vraiment une erreur dramatique de dire, OK, maintenant, je me concentre sur l'atténuation et j'ai des ressources sur l'adaptation et vice-versa. Non, il faut qu'on fasse les deux choses en même temps de manière conjointe. Donc, je reparlais de votre point, ce que vous avez dit sur la pandémie de Covid-19 et les priorités du changement climatique par rapport à ça. Je pense que ce serait vraiment quelque chose qui n'a pas raison d'être. Les pays ne doivent pas préparer une relance économique pour le changement climatique si on se concentre sur les activités principales pour le changement climatique, comme les énergies renouvelables, la protection de l'écosystème, une agriculture résiliente. Qu'est-ce que toutes ces choses ont en commun?
sont très riches au niveau de l'emploi. Ça génère beaucoup d'emplois, beaucoup de cela comme la restauration de l'écosystème ou l'agriculture résiliente n'a pas besoin de former les gens. Nous savons que ce sont des activités qui génèrent directement un emploi sans formation préalable. Et je pense que cela pourra donc aider nos économies et ça nous aidera à maintenir notre ambition au niveau climatique. Et je pense que ce sont donc des mesures de stimulation économique importantes. Et du point de vue du changement climatique, il y avait un article très intéressant sur la nature, sur Nature, qui disait qu'en gros, si on arrive à avoir des mesures vertes très rapidement, nous réussirons à être en dessous du degré,5 d'ici 2050. Si on n'est pas capable de le faire, alors, et si ces mesures de stimulation ne sont pas vertes, alors nous arriverons à 2, si ce n'est plus, et donc il faudra qu'on oublie l'accord de Paris. Donc, ces mesures de stimulation économique sont très importantes pour pouvoir vraiment fournir un emploi aux gens. Et donc, nous avons besoin de mesures économiques de stimulation vertes. Si on ne le fait pas, nous fermerons vraiment la porte aux opportunités. Merci beaucoup au directeur exécutif du Fonds vert pour le climat. Je vais donc maintenant passer à notre autre membre du panel qui représente donc l'Alliance des petits États insulaires, Monsieur le ministre Orlando Abbott. Donc, nous savons tous que le changement climatique est un problème mondial qui a besoin d'une solution mondiale et c'est pourquoi on est en train de parler de cette manière aujourd'hui. Nous avons un espoir basé sur le prochain sommet, mais nous avons également besoin d'une action locale. Et en tant que allié clé des PMA, je me rappelle quand est-ce que c'était à Copenhague, lorsque vous avez joint vos forces avec les PMA pour arriver à cette ambition d'1,5 degré Celsius, parce que vous savez, les pays étaient incapables de réussir à conclure cet accord, mais même depuis, vous avez réussi à établir ce 1,5 degré. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci à tous les organisateurs du sommet pour l'ambition de Thimphu. En avril, le premier groupe de l'AO6 prépare au forum pour les ambitions. Et à ce moment-là, nous voyons un grand risque, mais aussi une opportunité unique. Et nous pensions que l'agenda climatique aurait été vraiment terrassé par la pandémie mondiale. Et de fait, la réponse au changement climatique et à la crise sanitaire pourrait être unique. Mais pour cela, nous avons besoin de cohésion et d'une vision, d'une solidarité au niveau des efforts et un engagement pour avoir une action conjointe et un agenda multilatéral afin de recréer un ordre international pour pouvoir aider les plus vulnérables et ceux qui sont laissés à la traîne. Nous devons donc répondre de manière robuste à la crise de COVID-19 et cela est un point de départ pour notre coopération internationale. Mais les délais pour ces réponses sont vraiment alignés et nous devons travailler de manière urgente comme nous l'avons fait pour la pandémie. Et nous devons donc appliquer cette rapidité au changement climatique et aux actions climatiques. Je voudrais donc parler de 3 points rapides. Donc, le besoin d'une meilleure ambition et d'une meilleure contribution cette année. Des meilleurs niveaux financiers pour avoir une meilleure ambition avec nos alliés. Et troisièmement, nous devons nous concentrer sur le niveau sectoriel pour l'adaptation et les actions d'adaptation et d'atténuation. Le décalage de la COP26 ne veut pas dire
que la coopération internationale pour le changement climatique doit être diminuée. Au contraire, nous devons continuer à maintenir cette ambition que nous avons à l'heure actuelle. Et nous sommes très heureux de ce qu'a dit l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Et cela doit vraiment réussir à être transformé ensuite en nouvelle CND et en un résultat d'une empreinte carbone à 0. Et j'espère qu'à la fin de 2020, nos mesures permettront d'avoir cet NDC de 1,5 degré consistant, ainsi que l'objectif de 0 carbone d'ici 2050. Et j'espère que ces NDC ne seront qu'un point de départ et que beaucoup d'autres communautés vont suivre. Au sommet sur le changement climatique des Nations Unies, en septembre, nous avons parlé d'un paquet ambitieux de mesures. Et si les plus vulnérables peuvent, et les pays qui contribuent le moins peuvent y prendre part, ce sera vraiment quelque chose de très positif. Deuxièmement, je voudrais souligner le besoin d'avoir des finances prévisibles pour les PME afin qu'ils puissent mettre en place et mettre en œuvre leurs CND, pardon. Et nous devons également inclure le plan de relance de COVID-19 puisque les pays vulnérables ont vraiment souffert de manière démesurée de l'impact social qu'a eu le changement climatique. Et depuis 1970, nous avons perdu plus de 3 milliards de dollars par rapport à des problèmes liés à l'eau. Et le PIB général est de moins de 4 millions de dollars. Nous savons donc que les pays les moins avancés ont souvent des difficultés à réussir à atteindre les objectifs. Et généralement, ils sont forcés à choisir entre payer les dettes et sauver des vies. Et la réponse internationale n'a pas été toujours celle qu'on s'attendait. Et cela résulte ensuite comme résultat une crise très importante. Mais il n'y a pas d'obligation rationnelle pour pouvoir aider les plus vulnérables. Nous devons vraiment souligner le fait que la réponse et les mesures de relance, y compris les paquets de simulation, devraient être en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris. Troisièmement, nous devons apprendre du PF, de ce forum sur l'adaptation et la mitigation des risques climatiques au niveau sectoriel. Je pense que cela sera essentiel pour pouvoir aller de l'avant et passer des engagements de haut niveau à une mise en place actuelle sur le terrain. Et au PEF, il y a eu 2 sessions sur les secteurs économiques qui incluaient le transport, l'agriculture et l'énergie, a permis de pouvoir connecter les parties prenantes du secteur privé et public. Et de cette manière, les pays peuvent mieux comprendre les problèmes que nous devons affronter. Je voudrais donc conclure en soulignant vraiment l'urgence que nous avons de prendre des mesures efficaces. La crise de COVID-19 a vraiment été quelque chose de très difficile pour nous tous. Mais nous devons travailler ensemble de manière conjointe. Nous devons vraiment travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir aller de l'avant et éviter donc l'utilisation des énergies fossiles et faire en sorte que la dignité humaine soit au cœur de notre travail et délivrer également sur la promesse qui a été faite par les membres fondateurs il y a 70 ans de pouvoir vivre de manière libre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez dit 153 millions de dollars pour le changement climatique. C'est vraiment un montant énorme. Et puis, vous avez parlé de Petite Île.
Et il faut préparer les PMA, les pays, les mondes avancés, à réviser également leurs plans. Quand vous faites cela, est-ce que quand vous êtes à même de faire cela, est-ce que cela signifie que vous êtes à même d'inspirer aussi d'autres pays à suivre le troupeau, pour ainsi dire? C'est comme ça? Bon, en fait, nous continuons à faire face au changement climatique. Nous travaillons pour le développement de ces plans et il faut considérer également la résilience et la capacité de résistance au changement climatique. Donc, il faut parler des sécheresses, il faut parler des effets secondaires du changement climatique. Nous avons aussi des pays moins développés qui ont montré leurs ambitions. Nous avons évité l'impact, le pire impact en fait du changement climatique. Nous avons des leaders qui sont en train de développer des plans, des stratégies, mais aussi la mise en œuvre de plans pour les pays les moins développés, etc., les moins avancés. Il est fondamental donc de bien profiter du temps pour passer à l'action et parce qu'on a un besoin donc d'agir qui nous fait avancer. Monsieur Orlando, le ministre, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit. Et maintenant, le temps est venu de questions, des questions qui viennent du public. Tout d'abord, et nous avons donc une question sur la transition et les emplois. Il pourrait y avoir quelqu'un, comme nous le savons, on va demander à M. Foucault à propos de cela, poser une question en termes FECADO. Donc, c'est une question anonyme en fait. Et c'est une transition vers l'impact du changement climatique. Comment est-ce qu'on peut soutenir, donc comment on peut contenir également et endiguer les dommages? Comment on peut faire face à cela? On va adresser cette question à monsieur le professeur Fekadou Beyen Aleka. Oui, je pense que nous devons regarder tout cela de la perspective en fait de l'adaptation et les cibles de cette adaptation, parce que nous savons précédemment que nous avions un focus, une priorité différente, à savoir la réduction des émissions. Et maintenant, nous avons attaché plus d'importance à l'adaptation et aussi à la transparence. Quand on considère l'adaptation, par exemple, nous savons qu'il faut créer des opportunités pour les groupes vulnérables, les plus faibles, en fait, pour la création d'emplois, mais aussi pour créer de la résilience, construire de la résilience. Alors, si nous nous focalisons au niveau local, si nous voulons prendre le leadership de ces communautés, je crois qu'il est possible de changer la donne en fait, en relevant ces défis. Ce sont des grands défis, des enjeux de taille du point de vue technologique. Donc, nous avons des partenaires globaux. Nous avons tout le monde qui doit en fait essayer de répondre à ces attentes. Merci beaucoup. Donc, il est fondamental de mobiliser tout le monde. Et ici, nous avons une question en ligne. En fait, la question, quelles sont les opportunités vertes pour les pays moins avancés, les moins avancés à l'avenir, par exemple, dans le futur? Parce que quand on a commencé à parler de cela, on a parlé, par exemple, de auditing climatique, mitigation, donc de la lutte, les ingénieurs, par exemple, ils sont en train de me demander qu'est-ce que vous pensez et quel est votre avis? Quelles sont les opportunités que l'on a, en fait? Ah, pardon, je voulais continuer avec vous pour Monsieur Fekadou. Alors, encore une fois, comme je l'ai déjà dit auparavant, il s'agit toujours de regarder d'une certaine perspective ces défis, parce que comment est-ce que nous pouvons changer ces opportunités et faire en sorte que cela devienne une opportunité? Parce que nous avons toute une série de bénéfices de ce point de vue. La question des emplois, par exemple, l'innovation technologique, je crois
que c'est la façon de prendre le leadership, en fait, de devenir leader de ce point de vue. Donc, il y a beaucoup d'opportunités de ce point de vue, de la création également d'emplois pour construire la résilience. Encore une fois, c'est ça la clé. Monsieur Orlando, est-ce que je peux vous demander, vous poser une autre question fondamentale? Et alors, il y a des problèmes globaux, il y a des problèmes existants déjà. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont en train de prendre cela comme une sorte de carrière pour faire face à ce problème, de cette perspective, de ce point de vue? En fait, comment est-ce que vous gérez cela? Oui, on vous a coupé le son en fait. Hein, votre son est désactivé. Oui, maintenant c'est bon. Alors, oui, les jeunes sont très intéressés. En fait, ils sont en train de regarder aussi le travail auprès des organisations non gouvernementales, la participation dans le gouvernement et peut-être même dans le domaine de la protection, dans le domaine de l'adaptation. Nous avons également créé un forum pour le planning, la foresterie, par exemple, des pays, ça c'est fondamental, la déforestation, le déboisement, l'agriculture, la durabilité également, ce sont tous des volets auxquels par lesquels ils sont intéressés. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par cela et il faut regarder également le domaine, par exemple, et les domaines dans lesquels on peut participer. C'est ma curiosité, en fait, concernant M. Clémarec. Est-ce qu'on va parler de ce processus? On a parlé, par exemple, du GCF. Est-ce que vous êtes en train d'entendre aussi des jeunes qui vous demandent de participer, qui disent, par exemple, ce sont des plans dont on veut profiter, pas tout simplement pour l'environnement, mais aussi les idées, la confiance, aussi la façon de faire face à cela, les protocoles, etc. Est-ce que vous voyez aussi des jeunes à travers le monde qui sont intéressés par cela, oui ou non? Oui, votre son est désactivé. Oui, en fait, nous avons des groupes de jeunes qui sont très importants. En fait, nous avons de grands groupes de jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes. C'est une chose unique en son genre dans l'histoire. Les développements aussi dans cette histoire, dans l'histoire en général, est quelque chose d'unique. Et aussi le développement, les défis que nous avons, auxquels nous sommes confrontés, nous dépendons aussi de la façon de faire face à cela et comment nous les formons. La formation est fondamentale et il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas un seul pays qui peut faire abstraction de cela parce que la COVID-19 a eu des retombées sur tout le monde, donc il est fondamental de développer une approche commune. Si nous voulons faire face au changement climatique, on doit changer d'attitude. Les émissions, la résilience, la société. Nous devons prendre chaque créneau, chaque secteur pour nous demander qu'est-ce que cela signifie. La construction, par exemple, dans le changement climatique. Et quand on parle aussi des différentes occasions, les méthodes de construction, les applications, les types aussi de savoir-faire, d'expertise qui sont nécessaires pour le faire. Il faut parler des auditeurs, par exemple, il faut parler des vérificateurs. Et on a aujourd'hui, par exemple, des livres et demain, peut-être qu'ils n'ont plus de livres à gérer. Donc, il y a des méthodes différentes. La transition physique, si les risques légaux de ce point de vue. On est en train de faire des affaires dans un changement, dans un climat qui change, dans un environnement qui change. Donc, chaque emploi devra changer, bien évidemment. Et l'un des aléas, des risques que nous avons en ce moment, c'est un risque qui concerne, par exemple, la fracture numérique, l'accès aux technologies, mais aussi le taux de chômage. Ce
sont des enjeux très importants à relever. Il faut faire preuve d'avoir les bonnes capacités qui sont nécessaires, qui s'imposent. Et pour passer à l'un des points clés, nous savons que le développement des technologies pour la transformation peut être même long et pour ce qui concerne le temps. Donc, ça peut durer longtemps. Et il faut faire également des avancées de ce point de vue. Et on doit penser aux emplois des jeunes, des petits-enfants que nous avons aujourd'hui. Donc, l'un des défis clés est cette tentative de penser à la façon et au type des capacités dont nous devons faire preuve. C'est un peu difficile à expliquer, mais ça va changer au cours du temps. Nous travaillons même de ce point de vue et il ne s'agit pas tout simplement de se pencher sur un projet. Il faut changer aussi notre façon de travailler, les cofinancements également, la collecte de fonds. Tout cela est fondamental, est incontournable. Nous voulons miser sur cela et nous voulons faire en sorte qu'on puisse sensibiliser les gens en impliquant, en mobilisant de plus en plus de partenaires. Les jeunes peuvent répondre à ces questions. L'avenir de la jeunesse, cela est fondamental. Le futur des jeunes pour les 10 prochaines années. Merci beaucoup, ça a été très utile. Maintenant, j'ai une question pour l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Astuto. Est-ce que les pays développés comprennent que les personnes dans les PMA aujourd'hui souffrent aussi d'autres problèmes? Donc, nous avons une sorte d'inaction à laquelle il faut faire face. Comment est-ce que vous faites face à cette inaction? Donc, je crois que nous le faisons déjà de ce point de vue. Nous voulons une transition équitable qui est au cœur de notre stratégie. Donc, l'adaptation, donc tout cela est fondamental pour le financement, pour le rendre possible. Et l'Union européenne le fait aujourd'hui au niveau global et on va continuer à faire cela. On est bien organisé et on essaie de faire tout ce qui est à notre pouvoir. On va continuer à le faire. Et on a encore deux questions pour vous, monsieur. Comment est-ce que l'Union européenne essaie de soutenir les PMA à travers la pandémie et les pays les plus démunis dans la première phase? Et puis, qu'est-ce que l'UE est en train de faire pour mener dès l'avant cette ambition pour le CDE, par exemple, mais aussi ce qu'on va faire, ce qu'on a fait en l'an 2020 et ce qu'on va faire dans le futur? Je crois qu'on est en train de faire face à plusieurs urgences et on est en train de faire face à cette urgence climatique. On est en train de travailler sur cela d'arrache-pied. Quand on parle de la COVID, l'Union européenne commence à travailler, commence à promouvoir une réponse globale parce qu'on s'agit d'un enjeu global. Nous sommes en train d'inspirer les gens, les actions, donc le principe de solidarité, de cohésion, par exemple. Voilà pourquoi nous continuons à continuons à faire la vaccination en commun, par exemple, ce qui représente un problème commun. Donc, on le fait un peu partout, les vaccins, les vaccinations, etc. Donc, de les rendre disponibles pour les rendre accessibles au niveau universel à un prix abordable, à bon marché. Et aujourd'hui, nous sommes donc parmi les plus grands fournisseurs les bailleurs de fonds pour faire face à l'urgence de la COVID. Il s'agit d'une urgence comme le changement climatique. Donc, il est temps de prendre notre responsabilité au sein de l'Union européenne et cela m'amène à parler de la deuxième partie, donc les ambitions que nous avons. Nous avons été pionniers, avant-coureurs de ce point de vue parce que nous avons fait en sorte que l'Europe est le premier continent neutre en carbone. Et
il y a toute une série d'acteurs qui entrent en jeu. Donc, notre exemple, nous avons donné l'exemple, pour ainsi dire, nous avons jeté les bases, nous voulons être au centre, au cœur de cet projet, de cet accord ambitieux de la COP 26. On veut le faire comme on l'a déjà fait lors de la dernière rencontre pour la COP 21. Et alors, il faut être ensemble et il faut travailler ensemble. Il faut faire, en fait, il faut faire tout ce que nous faisons. Donc, il faut continuer à donner l'exemple. Et puis, il est fondamental au niveau international de mobiliser la communauté internationale. Donc, on veut faire en sorte que cela soit un succès à Glasgow. Donc, le coût de l'inaction peut être beaucoup plus élevé par rapport à ce que nous avons payé jusqu'à présent. Merci. Merci, merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux demander peut-être à Monsieur Kodouki, on a parlé de plusieurs campagnes concernant, par exemple, les ressources en eau, etc. Et de ce point de vue, cette crise sera une opportunité pour une relance, un redressement vert. Et on va faire face à la pandémie et on va en faire aussi avec le changement climatique. Et on a des situations dans lesquelles ici nous avons tous ces belles paroles, etc. Mais on a des actions qui sont fondamentales, qui vont dans l'autre direction. Par exemple, le redressement après la COVID, il faut redonner un coup de fouet à l'économie. Qu'est-ce que les PMA font et pensent à ce propos parmi les pays moins avancés? Est-ce que vous êtes préoccupé, inquiet de cela, oui ou non, et pourquoi? Oui, merci. Alors, vous savez que le PMA ont pris des engagements. Donc, on a des actions internationales très, très ambitieuses au niveau à l'international. Et on a donc plusieurs actions qui doivent être faites avancer. Et on est en train de réviser également ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et si l'on considère la pandémie de la COVID-19, on a des pays très vulnérables, la société civile, par exemple. La pandémie a exacerbé les défis existants déjà comme résultat du changement climatique, mais on a aussi des retombées économiques qui sont très importantes, ce qu'on a vu pendant les dernières années. Par exemple, si vous prenez les pays de l'Est, vous considérez le confinement, il y a eu des effets ravageurs sur les gens, donc cela représente un grand problème de ce point de vue. Et on a aussi affecté le processus d'autres projets, par exemple, nous avons fait, et maintenant il faut avoir des actions encore plus poussées de ce point de vue. Et, on ne peut pas attendre, on ne peut pas perdre encore du temps. Et cela est fondamental parce que cela représente une crise de ce point de vue. On a besoin d'une action globale, ce qui est fondamental. Et donc, il faut faire des accords globaux et puis essayer de unir nos efforts. Et il y a aussi d'autres aspects fondamentaux, des mécanismes. Donc, il faut être aligné de ce point de vue pour les ODD, les objectifs de développement durable. Et donc, on a l'accord de Paris qui est fondamental de ce point de vue, donc la pandémie, etc. Et donc, il faut prendre ce leadership qui est fondamental de ce point de vue et cela représente un grand défi. Merci, merci beaucoup.
Nous avons encore deux questions concernant les solutions basées sur la nature. On a parlé de cela, on a promu tout cela, etc. Et donc les PMA doivent faire face à tout cela, et même du point de vue de la pandémie. Est-ce que vous pouvez répondre à cela? Par exemple, Monsieur Fajana, est-ce que cette question la neutralité en carbone et aussi le redressement et la relance des forêts. Est-ce qu'on doit avoir un accord bilatéral aussi dans le NDC? Peut-être le représentant des organisations internationales, les autres pays, etc. Et comment est-ce qu'on peut transposer tout cela? Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cela soit appliqué, en fait, mis en œuvre? Merci. Monsieur Cléméric, peut-être, est-ce que vous pensez que cela est en train de se passer déjà? Oui, nous avons un exemple très, très frappant de ce point de vue. Déjà, aujourd'hui, on a décidé donc d'avoir... On a ce problème des forêts, donc 56% des forêts sont déjà affectées par le changement climatique. Donc, il faut continuer à agir de cette manière. Et donc, on a développé cette approche fondamentale. Il faut continuer à travailler sur cela. Nous avons dit tout de suite, oui, on veut travailler ensemble pour lutter contre le déboisement. On veut la déforestation. On veut la neutralité en matière de carbone, par exemple, pour les forêts, etc. Et ce sont des objectifs fondamentaux pour tout le monde. Merci, merci beaucoup. Dernière question pour Aditi Charya, parce que je crois, on parle de pays en voie de développement. Et encore une fois, quels sont les mécanismes qui existent dans les pays en voie de développement pour faire en sorte que les organismes, les humains, les organismes autres que les humains ont la possibilité de faire face à cela, au défi, parce que cela, c'est une sorte de flashback qui nous ramène à l'accord, par exemple, de Paris concernant les animaux, quand on va dans le couloir, à travers le couloir, etc. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire face au niveau planétaire à cela? Est-ce que vous pensez cela? Et je suis très sincère, il faut penser à cela, il faut comprendre comment ça se passe. Oui, merci. Alors, je pense que si nous regardons, par exemple, une perspective holistique d'adaptation et en particulier si on prend l'exemple de ce que nous avons fait jusqu'à présent, donc la Green Legacy Initiative, l'héritage vert. Donc, l'écosystème doit être amélioré en plantant des plantes, en fait. Donc, il faut protéger les plantes, la faune, la flore. Et donc, c'est une perspective fondamentale de ce point de vue. Et je pense qu'il faut également considérer la conservation de la biodiversité, qui est fondamentale de ce point de vue pour faire face au développement économique également. Et cela représente une clé. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole brièvement? Oui, Monsieur Orlando, vous avez la parole. Oui, alors, de notre perspective, par exemple, nous avons engagé à relever des défis dans les petits pays. 59% des réserves, donc des terres, et il s'agit d'un défi de ce point de vue, la déforestation à combattre 150 000 hectares de terre qui sont affectés, qui sont concernés. Et on l'a fait, ce sont des choses qui vont de pair de ce point de vue, parce qu'il s'agit d'un domaine où l'on a plusieurs aspects. On a des paysans, on a par exemple des éleveurs, etc. Et donc les têtes de bétail, etc. Donc il faut se concentrer sur cela pour faire en sorte qu'on ait des progrès. Mais on a également la question des maladies
peuvent se transmettre de l'humain à l'animal et vice-versa. Et le concept également d'un monde. Nous vivons dans un monde, nous avons une santé. Et les animaux, par exemple, l'alimentation et tout cela, tout cela est interconnecté et je pense que c'est fondamental. Merci beaucoup, Monsieur Orlando. Et je voudrais remercier tous les panélistes, tous les participants de toutes ces questions et je suis sûr qu'on va entendre aussi d'autres aspects, d'autres idées, des pistes de réflexion, des ambitions dans les années à venir. Et je suis sûr et j'espère aussi que nous allons avoir des actions sur le terrain. Et il faudra se pencher sur cela. Et comme ça, je voudrais donc inviter Monsieur Tandy Dorji, ministre des Affaires étrangères de Bhoutan, pour les remarques de clôture. Merci. Excellences, mesdames et messieurs, illustres invités, collègues, amis, chers amis, c'est un grand plaisir de tirer les conclusions donc, de cette rencontre. Ce que je voudrais dire dans ces circonstances nous ont amenés à être plus innovants et nous avons de nouveaux formats. La façon de répondre à nos difficultés est de plus en plus importante et l'engagement est fondamental. C'est quelque chose de fondamental pour répondre à cette pandémie globale. Donc, les gouvernements ont pris des actions très rapidement. Ils ont mobilisé des ressources, octroyé des moyens en essayant de répondre à tous nos défis. On essaye de minimiser les risques, d'endiguer les risques. On a changé d'attitude. Il s'agit de sauver de vies, mais aussi de comprendre les impacts. Et les PMA, les pays les moins avancés, ont contribué au changement climatique et nous sommes en train de souffrir à cause de cela. Les PMA sont fondamentaux. On a donc un grand poids de ce point de vue. C'est le pire qu'on a vu jusqu'à présent. Au cours des semaines, nous avons des effets en fait ravageurs dus au changement climatique, les inondations, etc. 4 millions de personnes vont quitter leur maison pour traverser, pour arriver dans d'autres pays. Nous avons donc des inondations qui sont un peu partout. Cela est le reflet des expériences qu'on a faites jusqu'à présent. Il y a de petites îles qui ont fait déjà cette expérience. On a de petits pays, par exemple, qui sont à la frontière avec d'autres pays. Et donc, on a toute une série d'aspects qui sont à prendre en compte. De l'autre part du spectrum, nous avons aussi la sécheresse en Afrique. L'année dernière, nous avons eu 45 millions de personnes qui ont combattu et lutté contre cela dans 40 pays africains et toutefois les pays développés ne jettent pas l'éponge. En voie de développement, pardon, ne jettent pas l'éponge. Nous voulons travailler d'arrache-pied pour faire face à tous ces défis. Aujourd'hui, on a entendu des histoires de grande inspiration qui vont au-delà donc de ces aspects et on a des plateformes des ministres. Donc, dans la table ronde, on a entendu des aspects fondamentaux concernant le PMA et on a des plans d'adaptation qui sont de plus en plus importants, des stratégies à long terme, par exemple, de la communauté internationale pour aider à mettre en œuvre toutes ces idées. Donc, 46 pays moins développés PMA sont en train de préparer cette feuille de route. Pendant cette table ronde, on a entendu les bonnes pratiques des leaders, par exemple des jeunes, mais aussi des pays en voie de développement. Et cela représente des pistes de réflexion qui sont une source d'inspiration. Donc, une approche innovante et des engagements pour les partenariats pour faire face à des cibles de plus en plus ambitieuses et avec l'accord des pays 1,5 degrés Celsius. Et je voudrais vous remercier de vos contributions. C'est clair qu'il y a eu de grandes avancées et des actions dans les pays les moins avancés grâce aux acteurs dans la lutte contre le changement climatique, mais les discussions ont même mis en exergue qu'il y a donc un clivage de ce point de vue. Il faut faire plus d'ici 2030 pour faire face à ce défi 1,5
1,5 degrés. Il faut financer donc les technologies, les solutions innovantes de ce point de vue. Il faut accélérer l'action en termes de changement climatique, etc. Et il faut être de plus en plus ambitieux. Il faut créer des perspectives, par exemple, et il faut comprendre aussi le développement durable, etc. Donc, il faut faire face à cela. Je vous remercie d'avoir pris part à ce sommet. Le 12 décembre, nous allons avoir un sommet et j'espère que vous allez prendre part à ce sommet, les plans d'adaptation, etc. Les engagements donc pour les pays les plus vulnérables. Et enfin, nous voudrons remercier ceux qui ont organisé cette rencontre parce qu'on a jeté les bases donc pour la COP 26 et on a des engagements qui sont contraignants pour tout le monde. Chers collègues, les PMA comprennent très bien que pour faire face au changement climatique, le temps est très, très peu. Donc, il faut se concentrer, il faut déployer des efforts communs et il faut comprendre comment l'avenir est possible. Comme ça, je vous remercie et je voudrais exprimer ma gratitude et ma reconnaissance, chers collègues, chers amis. Je voudrais vous remercier de votre participation et en particulier, je voudrais remercier M. Navid Kotka pour avoir animé cette discussion, cette table ronde. Ça a été merveilleux de vous avoir parmi nous. Permettez-moi de remercier aussi le gouvernement du Royaume-Uni et le Climate Ambition Support Alliance qui nous ont aidés et Wilton Park qui nous ont aidés à rendre possible tout cela. Vous savez qu'on a organisé tout cela. Je voudrais remercier aussi les organisateurs Wilton Park d'avoir conçu et d'avoir donc organisé tout cela. Et je voudrais remercier l'équipe dédiée et aussi les institutions, l'Institut global pour l'environnement, pour le support, pour le soutien. Je voudrais clôturer ce sommet par une annonce. Donc, nous avons des ambitions qui sont très élevées et il est fondamental de comprendre qu'il faut être toujours ambitieux et cela sera disponible sur les médias sociaux et les groupes des pays les moins avancés. Prenez du temps pour les voir et pour vous préparer à l'année 2021. Ça va être l'année critique et fondamentale pour faire face à cet élan 1,5 degré Celsius. Restez en bonne santé et on va se voir bientôt. Merci beaucoup.